C'est vrai que Jean-Michel, le message est passé et on voit que l'ambition est là, le mouvement est lancé. Alors, en effet, restez avec moi puisque nous allons maintenant prendre un petit peu de hauteur pour regarder notre territoire d'un peu plus loin. J'invite à me rejoindre Valérie Joussaume. Sous vos applaudissements. Bonsoir Valérie. Première question, est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Bon, alors ça c'est déjà très important. Merci de votre présence ici avec nous ce soir. Valérie, vous êtes maître de conférence à l'Institut de géographie de l'Université de Nantes, c'est bien cela, et vous êtes une passionnée de la ruralité et également de la manière dont l'homme habite sur Terre. Alors c'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour nous que vous puissiez poser ce regard d'experte sur nos paysages. Peut-être un premier mot d'introduction avant que Jean-Michel ne vous propose quelques petites cartes. Alors d'abord, merci beaucoup de me recevoir ce soir. Je commence à être un peu abonnée. Oui, une habituée de la Grande Vendée, on peut dire ça. Et je viens de la Loire-Atlantique, aux frontières des Mauges, donc je viens moi aussi de la Grande Vendée. On est en famille ce soir. On est en famille. Et alors, parfois en famille, on a des photos de famille. Jean-Michel, c'est quelques cartes qu'il avait envie de je ne présenter. pouvais pas résister à l'envie, avec une géographe sur scène, de vous proposer des cartes. L'idée de la Grande Vendée est venue un jour d'un expert qui nous a dit « La carte n'est pas le territoire ». Peut-être ça vous évoque quelque chose pour vous, mais de là est venue cette idée de faire une carte qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui reflète cette Grande Vendée que nous aimons tous et qui en fait qui est une communauté de valeurs, un état d'esprit, mais qu'on peut quand même voir sur cette carte-là, qui correspond à la Vendée militaire, plus tout le département de Vendée. C'est pour ça que nous irons dans le sud Vendée au mois de septembre pour bien montrer que la Grande Vendée, ce n'est pas la Vendée militaire, c'est plus que la Vendée militaire. Voilà, donc ça c'est une première carte que je voulais vous soumettre. Et puis deux autres qui sont des cartes économiques, parce qu'aujourd'hui, voilà, cette Grande Vendée, vous la voyez là, elle est délimitée par le trait bleu et le taux de chômage. Vous voyez, plus c'est clair, plus le taux de chômage est bas. Et vous voyez où le taux de chômage est actuellement, hein, c'est le taux actuel. Voilà, on est, quand vous regardez le cœur du réacteur, là, à cheval sur les 4 départements, les 3 départements plutôt, 49, 85 et 79, on est sur des taux de chômage à 5%. Et puis autour, ça reste quand même bien en dessous de la moyenne nationale. Donc, notre Grande Vendée se caractérise par un taux de chômage plus bas que la moyenne nationale. Et pourquoi on a un taux de chômage aussi bas ? Parce que, et là vous voyez les zones les plus foncées, où il y a un taux d'emploi industriel supérieur à 30%. Alors que la moyenne nationale, on est rendu autour de 10% aujourd'hui. Donc pourquoi on a peu de chômage dans cette Grande Vendée, dans ce cœur de la Grande Vendée? Tout simplement parce que nous avons su préserver les emplois industriels. Que vous évoquent ces 3 cartes, Valérie ? Alors, c'est très intéressant parce qu'on a une sorte de retournement, mais on va en reparler tout à l'heure. Je vous rappelle que la Vendée, le département de la Vendée, au recensement de 1954, il y avait un emploi sur 2, 50% de la population active travaillait dans le secteur primaire, dans l'agriculture. Donc, on est dans une région qui a été très tardivement agricole. Et aujourd'hui, c'est une région qui est très tardivement industrielle. Donc ça, c'est assez remarquable. On peut dire que, pour moi, la Grande Vendée, c'est ce qu'on appelle un système industriel localisé. Alors, un système industriel localisé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un endroit où il y a une concentration industrielle, mais en plus, c'est associé avec une forte identité territoriale.
C'est associé avec des relations informelles de confiance. J'ai entendu tout à l'heure, une parole, c'est une parole. C'est un endroit de concurrence qui associe concurrence et coopération entre les entreprises. Et c'est un lieu de concentration de savoir-faire avec une forte capacité d'innovation. Donc pour moi, la Grande Vendée, c'est un système industriel localisé avec toutes ces caractéristiques-là. Merci Valérie, en effet. Et au-delà de la carte, on peut aussi peut-être parler carte, moi ça m'inspire aussi la géographie. Est-ce que la configuration géographique, avec des collines, des reliefs, est-ce que ça a forgé, ça aussi quelque part, cette valeur de la Grande Vendée ? Alors, est-ce qu'un système industriel localisé, il est le fruit de la géographie ? Alors, quand on donne une explication naturelle à un phénomène social, on appelle ça du déterminisme. Alors, Dieu merci, c'est un peu trop simple. Et Dieu merci, on n'est pas déterminé. Donc moi, je préfère dire que c'est une sorte de danse entre des humains, un espace, donc une géographie, et aussi un temps. Parce qu'il y a une histoire, il y a des temps. Les choses ne sont pas immuables. Alors, donc, le fruit de la géographie. Commençons par la géographie parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une explication. D'un point de vue géographique, l'épicentre, on va dire, de la Grande Vendée, ce sont des hauteurs. Alors, des hauteurs toutes relatives, parce qu'on est dans l'ouest de la France, alors c'est pas des... Voilà, donc c'est le plateau des Mauges, le Bocage, enfin. Mais ces hauteurs, elles sont... ça crée une sorte d'isolat parce que les voies de communication principales sont autour. Vous avez cité la Loire, le Seuil du Poitou, la bande littorale. Et donc, ces hauteurs vont devenir, d'un point de vue politique, une marche. Les frontières des provinces périphériques viennent mourir sur cet isolat. Ça veut dire que l'épicentre de la Grande Vendée se trouve en marge, aux frontières. Ça veut donc dire qu'elle est éloignée des pouvoirs. Donc ça, c'est un élément important de la Grande Vendée, c'est une forme d'éloignement des pouvoirs. On parle de la Bretagne, du Poitou, de l'Anjou et de l'Aquitaine. L'Aquitaine, et puis avec les influences françaises qui viennent par l'Anjou, tout à fait. Et donc, on est sur cette zone d'éloignement, voilà. Et donc, à cet endroit-là, on va avoir les frontières. Par le passé, c'est pas comme maintenant, c'est pas un trait. Voilà. Donc, c'est des zones un peu vagues qui deviennent un peu des zones franches, des zones d'échange, de trafic, où on peut faire des affaires en jouant sur les impôts qui sont plus ou moins élevés ici ou là. Donc, il y a ça, cet isolat. Alors, s'ajoute à ça une pression démographique. La Grande Vendée, il y a trop d'hommes pour trop peu de terre. Et donc, très précocement, on va chercher à vivre sur des fermes qui étaient assez petites. Et donc, par exemple, la révolution fourragère, elle a eu lieu avant le maïs avec le chou. On a nourri le bétail pour intensifier la production. C'est une région... qui a été très tardivement, comme elle est un peu éloignée des pouvoirs, etc., c'est une région tardivement de pratiques religieuses catholiques avec un fort culte marial. Ça veut dire l'esprit du collectif, l'obéissance, l'humilité, le sens du sacrifice. Mais je voudrais souligner aussi également, en Vendée, dans la Grande Vendée, la présence des protestants. Alors, vous savez, Max Weber a dit « l'origine du capitalisme, c'est le protestantisme ». Les protestants ont une vision, il y a des élus, un salut qui est pour quelques-uns, et la réussite personnelle est le signe un peu de cette élection. Donc, il y a ça, et puis il y a l'idée de l'accumulation. C'est pas du tout l'esprit catholique. Pour autant, un de mes professeurs, Alain Chauvet, disait « c'est intéressant de penser à ça, la présence malgré tout des protestants ». Et puis, bien sûr, c'est une histoire, c'est au moment de la Révolution que cette Grande Vendée va peut-être même se révéler à elle-même, cette unité sociologique va se révéler à elle-même et va se révéler à l'extérieur. Donc on part de la géographie, mais vous voyez que après il y a tout un tas d'éléments.
qui vont s'ajouter à ça. Exactement. La géographie peut-être a forgé aussi les hauts et les bas qu'on peut connaître dans l'esprit d'entreprendre, dans notre imaginaire. Mais en effet, on comprend bien qu'au-delà de la géographie, vous le disiez tout à l'heure, il suffit pas d'être près d'une colline, entre guillemets, pour... Il y a beaucoup de collines aussi. Hein. Exactement. Donc ça, c'est intéressant aussi. J'aime beaucoup votre expression sur cette danse de l'humain, parce que finalement, encore une fois, si on est là ce soir, c'est parce que tous ces humains qui ont été là avant nous ont contribué à cette danse qui nous permet aujourd'hui d'être ici. Moi, j'aime beaucoup cette idée de périphérie, là. Nous sommes à la périphérie, donc des 4 provinces là, que nous avons citées, et l'on sait aujourd'hui dans les sciences de la complexité que dans tout système biologique, physique, social, dans tout système, l'innovation ne se fait pas au centre du système, mais se fait à la périphérie, à la marge, là où il y a des rencontres, des frontières plus ou moins poreuses avec les systèmes qui sont autour. Donc, si je comprends bien, la Grande Vendée est un exemple de ça. C'est ça. Et moi, je dirais, l'élément que je retiendrai de l'originalité de la Grande Vendée, c'est qu'elle a une articulation particulière à la culture moderne. Et pour moi, c'est là que se trouve son originalité. Et peut-être que c'est une forme de pas de côté par rapport à l'ère de la modernité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors là, je vous ai dit tout à l'heure, la Vendée a été très tardivement, mais comme l'ouest de la France, très tardivement paysan. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a ce fond anthropologique de la paysannerie. Comment est-ce qu'on peut la décrire très rapidement? Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est une société où le capital, c'est la terre, le capital foncier. La richesse sort de la terre. C'est une société de l'homme qui croit en Dieu. C'est une société où l'identité sociale de l'individu, c'est la famille et le village. Je suis de telle famille, de tel village. C'est une façon de l'ère paysanne de se présenter. C'est une relation, les sociétés paysannes, elles doivent leur survie à l'écosystème. Donc elles ont une relation de réciprocité avec la nature, c'est-à-dire je donne du fumier pour avoir du grain. Et je dis toujours, on n'a qu'une façon d'être en relation avec le monde, et donc on est dans cette relation de réciprocité, de confiance, d'humilité aussi, parce que c'est le mythe de Sisyphe. Hein. Chaque année, il faut reprendre le travail par le pied et aller jusqu'à la moisson. Donc on était dans cet univers culturel, le monde est comme un potager et l'homme est une figure de terre vivifiée par l'esprit qui est là. La modernité, c'est une autre culture. La modernité, c'est une autre vision du monde. On pourrait dire, dans le vocabulaire un peu actuel, c'est un autre paradigme. Qu'est-ce que c'est que la modernité? La modernité, c'est la société matérialiste. Donc là, c'est d'abord la révolution des moteurs, la motorisation, et donc ça va nous donner une énergie de production matérielle, mais c'est aussi un matérialisme sociologique, c'est-à-dire que la modernité, elle vient d'un groupe minoritaire de la période paysanne, qui sont les grands marchands, et ces grands marchands, avec la conquête du monde par l'Europe, avec le déploiement du capitalisme, eh bien ces grands marchands vont faire fortune dans la colonisation. Et la façon d'être au monde d'un marchand n'est pas la réciprocité. Un marchand, lui, il veut recevoir plus que ce qu'il donne. Il n'est pas dans la réciprocité. Et donc, la société moderne, c'est ça. C'est une relation déséquilibrée à l'écosystème. Hein, on est dans l'extraction minière, mais aussi dans la relation à l'autre, c'est-à-dire je veux quand même gagner. Voilà. Donc la modernité, c'est l'individu, c'est l'homme qui croit en l'homme. Hein, il ne croit plus en Dieu, il est matérialiste. On fait table rase du passé, il n'y a pas de transmission. Et donc on va dévaloriser les sociétés paysannes, hein, ça va être les ploucs. Et donc voilà, vous voyez donc l'ère de la modernité, c'est l'ère du capitalisme, c'est l'ère du déploiement de la ville. Le capital n'est plus la terre, mais l'argent. Et donc c'est l'articulation entre la Vendée et cette modernité qui est originale. Je vais prendre 3 points pour aller du passé, on va dire, vers l'actuel, voire la prospective. Le premier temps, c'est la Révolution. À la Révolution française, la Grande Vendée va s'opposer au projet de cette bourgeoisie capitaliste qui est en train de prendre le pouvoir sur l'aristocratie foncière. Il y a des problèmes fonciers,
Mais il y a aussi la dimension matérialiste. La Vendée s'oppose à la perte de la foi. Ça, c'est le premier moment où elle va se distinguer de cette modernité. Elle ne va pas adhérer pleinement à cette vision du monde individualiste, matérialiste, etc. Le deuxième temps, et c'est le temps, il me semble, là, des entreprises, du vivre et travailler au pays, c'est les 30 Glorieuses. Le camion et le téléphone vont permettre aux espaces ruraux d'une certaine façon, se réindustrialiser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La Grande Vendée était industrielle, mais d'un point de vue hydraulique. La modernité a ruiné toute cette proto-industrie hydraulique. Le camion, le téléphone vont permettre aux espaces ruraux, dont la Vendée, aux espaces ruraux qui en ont les capacités, l'énergie, etc., d'une certaine façon de se réindustrialiser, de s'industrialiser. Mais l'originalité de la Vendée, c'est qu'elle va s'industrialiser, elle va entrer dans le productivisme, mais avec ses bases anthropologiques paysannes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, OK, on s'industrialise, mais on reste ancré au pays, on reste ancré dans sa communauté, on garde des relations qui ne sont pas strictement marchandes, j'en veux pour mon argent, etc., mais des relations de confiance, de réciprocité. Moi, j'aime beaucoup Yannick Jolin qui m'avait dit, tu sais, dans le patois vendéen, « i », ça veut aussi bien dire « je » que « nous ». C'est-à-dire que le fond anthropologique de la communauté villageoise et familiale n'est pas perdu. Et donc, la Vendée va essayer de trouver une troisième voie entre un monde industriel capitaliste libéral à la mode américaine et un productivisme plutôt communiste mais athée. Et donc, la Vendée va essayer de garder un fil un peu ténu entre les deux. Et donc, c'est ce système industriel localisé. Tradition et modernité. Tradition et modernité. Ouais, c'est le fameux Pied-Mer et Greffon dont parlait Jean Yol. C'est ça. C'est-à-dire que la Vendée n'a pas fait table rase du passé. Mais j'en arrive au troisième temps, qui est le temps actuel. Parce que les choses ne sont pas immuables et la bataille n'est jamais achevée vraiment. Aujourd'hui, on est dans un troisième temps. C'est-à-dire, depuis l'effondrement de l'URSS, grosso modo, on est dans un capitalisme financier très décomplexé. On pourrait dire que l'hubris est sorti de sa boîte. C'est vraiment jouissance, puissance et possession. On est dans une espèce de délire de l'ego, on pourrait dire ça comme ça. S'associe à cela la révolution numérique. Oui. La révolution numérique, donc un capitalisme de la donnée, un capitalisme du contrôle. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que ce capitalisme, il se déplace dans l'espace. Il y a des cycles de vie des territoires. Donc, le capitalisme, au XIXe siècle, il s'est installé dans le nord-est de la France. Puis, dans les années 60, là, au moment où s'articule un peu le début de ce qui va devenir l'imaginaire du tourisme, dans les années 1960, c'est le monde méditerranéen, le sud méditerranéen, qui va devenir l'endroit où il y a des fortes croissances de population, de l'emploi, des diplômes, etc. Donc, on va dire 1960, 1990, la Provence, voyez, les artistes, le showbiz, puis tout le monde, les vacances, et puis tout le monde veut habiter là. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 1990, ce capitalisme-là, il s'est déplacé et il a investi la côte atlantique. D'accord. C'est comme aux États-Unis, entre les Grands Lacs, la Floride, et puis Seattle aujourd'hui. Vous voyez, bon. Ça veut dire que aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert du Pays Basque à la Bretagne. Quand je vais au Pays Basque, on dit « Ah, ben nous, les Basques... » Quand on va voir Nantes Métropole, Bordeaux Métropole, Rennes, « Ah, ben nous, les métropoles, c'est nous qui tirons tout. » On va voir les Bretons, nous, les Bretons. On va voir les Vendéens, nous, les Vendéens. Tous les indicateurs sont au vert. Mais est-ce que tous les indicateurs sont ouverts de fait qu'on est plus malin que tout le monde, ou est-ce que on n'est pas simplement, c'est pas simplement notre tour, d'une certaine façon, de se faire dévorer par la modernité. La modernité, on se rend pas compte de ce qu'elle nous prend. Elle nous prend notre fond anthropologique.
un fonds anthropologique paysan, c'est un fonds de réciprocité. On est confiant, tu me donnes, je te donne, tout le monde est gagnant. La modernité, dans son essence, elle veut en avoir pour son argent. Donc, les gens, au départ, on sont confiants, et puis tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire un petit peu avoir. Et oui. Et alors, tout d'un coup, on se dit, attends, moi, je ne suis pas plus bête que les autres. Moi aussi, je vais me mettre à faire ça. Et une fois que tout le monde est acquis à cette modernité, la modernité s'en va ailleurs. Et qu'est-ce qu'il reste? Emmanuel Todd dit, après l'homme qui croit en Dieu, vient le temps de l'homme qui croit en l'homme. Je dirais que la Vendée, elle est sans doute là. Mais après le temps de l'homme qui croit en l'homme, vient le temps de l'homme qui croit plus en rien du tout, le monde nihiliste. Et je vous dirais, regardez la Provence, le fonds anthropologique provençal qui nous a fait rêver avec Marcel Pagnol. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Et donc, la question que je pose, c'est sommes-nous en ce moment même plus malins que tout le monde, ou sommes-nous en train de nous faire peut-être dévorer notre fonds anthropologique sans même nous en rendre compte? Et donc, c'est là où j'attire, parce qu'il n'y a rien qui est immuable. En effet. Merci beaucoup pour ces éclairages passionnants. Une petite conclusion positive? J'allais y venir justement, une conclusion positive. Parce que là, j'ai l'impression, je me dis, si je vous laisse comme ça va... J'ai peur de casser l'ambiance. J'ai dit, Jean-Michel va me dire, non mais Valérie, c'est pas possible. On va pas rester là-dessus, au contraire, même si c'est bien évidemment intéressant. Moi, ce que je retiens en effet, c'est que finalement, entre la tradition, la modernité, ce qui compte, c'est de savoir d'où on vient. Quelque part, c'est aussi ce que l'on parlera tout à l'heure dans les transitions, etc., que c'est bien d'être en marge, là où on essaye tous d'être un petit peu tous les mêmes. Et je me posais aussi cette question-là, qui pourra peut-être terminer d'une manière positive. Est-ce que finalement, on va se faire plaisir? Est-ce qu'en Grande Vendée, on n'est pas en train justement de devenir un peu le modèle pour la France de demain? Carrément pour le monde. Pour le monde, allons-y. L'essentiel vient du cœur. Oui, soyons fous. Alors, vous avez vu, il va falloir résister à l'hubris des temps. C'est pas évident. Mais pour conclure, je dirais qu'en fait, on est face à une espèce de bifurcation. Vous voyez, la modernité, elle a proposé un projet matérialiste et elle est confrontée avec la révolution numérique à la dématérialisation. Alors, elle n'est pas complète, on est d'accord, et vous comprenez bien qu'une société matérialiste de tout point de vue qui se dématérialise, elle ne peut pas rester elle-même. Et donc, on a un choix qui est devant nous. Soit on continue dans cette hypermodernité, c'est-à-dire on continue un petit peu notre délire moderne, notre délire matérialiste, exalté par le numérique. Et alors là, la dématérialisation produit une virtualisation, c'est-à-dire on est déconnecté de l'espace, du temps, de la relation, on est déconnecté. Soit, et donc là on se virtualise, vous voyez, et là je pense que face à ça, la Vendée perd son originalité et connaîtra un peu le sort du nihilisme final. Soit, comme nous encourageait à le faire le philosophe Bruno Latour, il nous faut atterrir. Atterrir, ça veut dire quoi? C'est que il nous faut atterrir, retour dans les écosystèmes, se réharmoniser avec les écosystèmes, mais aussi réatterrir dans nos corps, réatterrir dans la relation à l'autre. Et donc, vous voyez, on a le choix. La société matérialiste qui se dématérialise, soit on se virtualise, soit on atterrit, et paradoxalement, en atterrissant, on récupère nos racines, et là, on se conscientise. Je dirais qu'on a le choix face à la dématérialisation, soit on se virtualise, on se vaporise, soit on se spiritualise et on se réenracine. Et je finirai par un petit mot en faisant une éloge du pas de côté, parce que je pense que c'est ça l'originalité de la Vendée, c'est le pas de côté par rapport à la modernité. C'est pas le moment de lâcher, la modernité est en train de s'effondrer, donc c'est pas le moment à la Vendée d'adhérer pleinement à cette modernité. Donc gardons le pas de côté, et je reprendrai un exemple, je pense, qui est cher à Jean-Michel, c'est Olivier Amand, que vous connaissez peut-être avec son discours sur la robustesse, qui dit toujours que dans une nuée d'étourneaux, ce sont les étourneaux qui sont sur les périphéries qui donnent le mouvement pour permettre à la nuée de bouger sans qu'il y ait de dégâts. Et pourquoi ces étourneaux des périphéries, c'est eux qui marchent le mouvement? C'est parce que ceux qui sont à la périphérie sont les premiers à ressentir les dangers extérieurs ou les évolutions de l'extérieur, et c'est eux qui donnent le signal pour que l'ensemble de la nuée bouge sans qu'il y ait trop de dégâts.
Et donc, moi, j'encourage vraiment la Vendée à garder ce pas de côté. La grande. La grande Vendée, bien sûr, mais oui, la grande Vendée, à garder cet esprit de marche. Merci. Merci beaucoup Valérie. Merci. On peut applaudir en effet.